Mercredi 23 février, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal télévisé. Tout de suite les titres. Tournée du président algérien au Golfe, Abdelmadjid Tebboune bénéficie de soutien politique et d'importants investissements financiers. Au Mali, nouvelles accusations à l'encontre de Paris. Le Premier ministre Choguel Maïga évoque la volonté de déstabilisation de son pays. Crise russo-ukrainienne. En dépit des sanctions occidentales appliquées à Moscou, la Russie réaffirme la poursuite des approvisionnements en gaz vers l'Europe. Et les pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne dans une phase importante. La conclusion d'un accord serait imminente. Nous le disions à l'instant en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tournée au Golfe et durant sa visite au Koweït. L'Algérie et le Koweït se sont entendus pour soutenir les projets de développement dans les pays africains, notamment dans la région sahélo-saharienne. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi une déclaration commune ayant sanctionné la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Koweït. La coopération entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement sera le levier de base de ce projet. Et le président, donc Abdelmadjid Tebboune, qui a été reçu par l'émir Cheikh Nawaf El Ahmed El Jaber El Sabah. Des entretiens entre les deux dirigeants ont permis de confirmer qu'Alger et Koweït City sont sur la même longueur d'onde. Sofiane Baroudi. La tournée du président Tebboune dans le Golfe a été marquée par une avancée notable sur plusieurs dossiers de haute importance. À Doha, le président a participé aux travaux du Forum des pays exportateurs de gaz et a saisi l'occasion pour présenter l'expérience algérienne, pionnière dans ce secteur d'avenir à haute valeur ajoutée. La rencontre avec le président iranien a également été un moment important dans une conjoncture régionale et internationale complexe. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est ensuite dirigé vers Koweït City, où il a été reçu par les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête l'émir Cheikh Nawaf El Ahmed El Jaber El Sabah. Cette visite a été l'occasion de rappeler l'attachement des deux pays frères aux principes de solidarité et de fraternité, ainsi qu'au renforcement de l'axe stratégique afro-arabe, auquel Alger apporte une grande considération, illustrée par les efforts déployés lors du dernier sommet africain d'Addis Abeba. Koweït City a réaffirmé sa disposition à la participation au sommet arabe d'Alger sous le signe du soutien aux droits légitimes du peuple palestinien à établir un État indépendant avec El-Quds comme capitale. Le Koweït et l'Algérie sont deux pays pivots de l'action arabe aux Nations Unies, principalement dans l'appui au peuple palestinien contre les exactions récurrentes de l'occupation. Le blocus illégal contre Gaza et l'apartheid sioniste en sont des exemples éloquents. À ce propos, le chef de la diplomatie avait déjà effectué récemment une visite dans ce pays frère, qui a assuré de son appui aux efforts algériens pour encourager l'action unitaire de par une ligne de médiation en encourageant les politiques de réconciliation prônées par Alger. Le président Tebboune a également mis en exergue l'expérience démocratique koweïtienne, un exemple éclatant de bonne gouvernance parlementaire érigé en leader dans la région du Golfe arabo-persique. Enfin, les deux pays affichent une confiance mutuelle et une conformité de point de vue sur plusieurs dossiers d'importance bilatérale. Le président algérien a d'ailleurs exhorté les opérateurs économiques des deux pays à saisir les opportunités d'approfondissement du partenariat et à fructifier des perspectives communes sur l'axe Alger-Koweït City. L'Algérie retrouve ses galons de pays pivots dans la perspective de l'approfondissement du lien afro-arabe, forte de ses principes historiques et d'une action diplomatique plus que jamais en mouvement efficient. Toujours dans le cadre de cette tournée, des annonces d'investissement à foison sont tombées à Doha. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne reviendra pas les mains vides du Qatar. Si l'Algérie est déjà un partenaire privilégié de l'Émirat, le partenariat économique scellé entre les deux pays passe à la vitesse supérieure. Khaireddine Battach. Nous reviendrons donc sur ce sujet dans nos prochaines éditions. La tournée donc du président, nous le disions à l'instant, au Golfe intervient alors qu'Alger s'attelle à la préparation du sommet arabe prévu avant la fin de cette année. Un sommet pour tenter de remettre sur rail une action arabe commune avec pour axe central la question palestinienne. Souad Ben Batouche.
Accorder un nouveau départ et le dégel de la réconciliation interpalestinienne, c'est ce que préconise Alger pour remettre le dossier palestinien au centre des préoccupations arabes. La mission qualifiée de sensible et compliquée entamée le mois dernier devra se poursuivre dans les tout prochains jours. De nouvelles rencontres entre les représentants des tendances palestiniennes sont prévues dans la capitale algérienne. La réussite de l'épreuve de la réconciliation interpalestinienne annoncera selon les observateurs sans transition le succès du prochain sommet arabe. Le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune a lancé l'initiative lors de la visite d'État effectuée par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Alger au mois de décembre dernier. Il a aussi pris l'engagement d'organiser une conférence unificatrice, une action saluée par toutes les factions palestiniennes et encouragée par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. Le Fatah, le Hamas, le FDLP, le FPLP et le djihad islamique ont déjà participé à une première phase du processus de l'initiative d'Alger. Des apartés avec le groupe de médiation algérien se seraient déroulés à huis clos pour préparer la conférence. L'Algérie a commencé à collecter les propositions des factions sur les mécanismes pour mettre fin à la division et parvenir à la réconciliation. L'Algérie a l'atout de bénéficier de la confiance des différents courants politiques palestiniens, un avantage pour nombreux observateurs qui devrait permettre la réussite d'une telle initiative. Ils estiment que lancer le dialogue entre les factions palestiniennes est déjà un point fort. Et on va rester au Moyen-Orient avec cet appel du Premier ministre palestinien. Mohamed Shtayyeh a appelé le Congrès américain à enquêter sur les pratiques d'apartheid de l'entité sioniste en Palestine. Une délégation du Parti républicain au Congrès était en visite à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Au cours de cette rencontre, des informations concernant justement les violations de l'entité sioniste contre les Palestiniens ont été divulguées. Et en Cisjordanie occupée toujours, 23 Palestiniens ont été arrêtés la nuit dernière par l'armée sioniste. Des arrestations concentrées à Naplouse et Ramallah. Au même moment, les détenus administratifs continuent d'observer un boycott des tribunaux sionistes pour le 54e jour consécutif. On va revenir sur cette tournée au Golfe. Nous le disions, des annonces d'investissement à foison qui sont tombées à Doha. On regarde ce sujet signé Khaled Batache. La visite du président algérien Abdelmajid Tebboune au Qatar a revêtu un caractère économique particulier. Les opportunités d'investissement en Algérie ne laissent pas le Qatar indifférent, à commencer par le secteur du transport maritime et cette annonce retentissante. Le projet visant la création d'une ligne commerciale de voyageurs entre Doha et Alger devrait se concrétiser avant la fin de l'année en cours. Le secteur des infrastructures devrait également bénéficier de la contribution qatari, avec une participation annoncée dans le Transsaharien, le méga projet de ligne de chemin de fer reliant l'Algérie au Niger, et ce parallèlement au développement du réseau ferroviaire national. Le plan algéro-qatari prévoit également le lancement d'une extension du complexe sidérurgique de Bellara, propriété de la société mixte Algerian Qatari Steel. Elle portera la capacité de production annuelle de l'usine à 4 millions de tonnes. Une étude de faisabilité sera lancée sous peu, suite à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays. Le secteur de l'habitat n'est pas en reste. La réalisation de villes modernes en s'inspirant de l'expérience qatari dans ce domaine est d'actualité. Bouguezoul et Alger postulent déjà. Partenaire sérieux et fiable, le Qatar reste le premier investisseur étranger en Algérie, parmi les pays arabes, avec plus de 70% du total des IDE recensés. Coup d'envoi des travaux de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui ce mercredi. Elle se déroule au niveau des camps de réfugiés sahraouis à Shahid el-Hafed. Objectif de cette conférence, soutenir la lutte légitime pour le droit à l'autodétermination avec la participation de délégations de plusieurs pays arabes et d'organisations de la société civile. Nous aborderons le sujet plus en détail à la fin de ce journal. Et direction la Libye à l'heure où la lutte pour la légalité s'intensifie, faisant craindre le pire à la population. Le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah a annoncé l'organisation d'élections législatives pour le 24 juillet 2022, ainsi que le report de la présidentielle à une période ultérieure. Souhila Kilal.
Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a lancé une initiative pour organiser des élections parlementaires d'ici l'été prochain, tout en reportant la présidentielle à une période ultérieure. Le processus électoral commencera avant la fin de l'étape préliminaire de la feuille de route publiée par le Forum de dialogue politique. Le scrutin va avoir lieu le 24 juillet prochain selon un calendrier détaillé établi par une commission en concertation avec le gouvernement et le conseil présidentiel. Ce calendrier inclut le renouvellement des listes électorales, la finalisation des listes des candidats ainsi que la limitation des périodes de campagne électorale. Accusé par la Chambre parlementaire d'être responsable de l'échec des élections initialement prévues le 24 décembre dernier, Dbeibah veut prouver qu'il est capable de mener à bien l'organisation d'un scrutin. Fait marquant de cette annonce, Abdelhamid Dbeibah a renoncé à être candidat à la présidentielle. Il impute la responsabilité de l'échec aux députés et considère que le Parlement élu il y a 8 ans est lui aussi illégal. Réaffirmant qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement élu, Dbeibah a averti que la désignation d'un nouveau gouvernement de transition pourrait conduire à une guerre. De son côté, Fethi Bachara prendra ses fonctions comme Premier ministre la semaine prochaine. Il intensifie les contacts et doit soumettre sa formation gouvernementale au Parlement avant jeudi. Et les relations entre le Mali et la France qui ne cessent de se détériorer. D'un côté, une France qui veut imposer sa vision mécoloniale et de l'autre, un Mali qui veut retrouver sa souveraineté et lancer les jalons d'un État malien pour et par les Maliens. Tinine Makassi. On ne lui connaît aucune langue de bois lorsqu'il est question de parler des relations franco-maliennes, qu'il s'adresse à la presse locale ou française. Le moins qu'on puisse dire, Choguel Maïga, Premier ministre malien, veut en finir avec les visions néocoloniales de la France sur son pays. Choguel Maïga accuse et n'a pas peur des mots, évoquant les appétits voraces qu'entretient la France depuis le début de l'opération Serval en 2013 au nord du Mali, allant jusqu'à évoquer le destin funeste qu'elle réserve à son pays, à savoir la balkanisation, fragmenter le nord du sud en 2 États indépendants l'un de l'autre. Ce divorce difficile qui marque les relations franco-maliennes trouve écho auprès de la jeunesse panafricaine qui affirme son soutien aux autorités de la transition au Mali. Cette volonté-là de l'État malien et aussi exhortant d'autres pays à prendre pour exemple, n'est-ce pas, les dirigeants actuels du Mali et à comprendre que certes, ça semble difficile de se délier de l'État français, mais cependant, c'est pas impossible. Parce qu'ici, on a ces symboles-là de résistance, ces symboles-là de victoire. Personne n'ignore combien pesait, n'est-ce pas, cette coopération-là militaire au Mali. Et il faut aussi comprendre, ici, l'État malien veut se prendre en charge et veut à lui-même sécuriser son peuple. Cet entretien, qui prend l'air d'une mise au point avec la France, éclaire aussi l'opinion publique sur la présence russe, notamment Wagner au Mali. Le Premier ministre assure que son pays a un contrat avec des soldats et des formateurs russes. Et sur le même sujet, le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, est revenu sur les relations compliquées avec la France et l'espoir de trouver une entente avec la communauté CEDEAO pour ce qui est du délai de la transition. Lorsqu'ils sortent pour, de façon injurieuse, s'adresser au président de la transition, au chef de l'État malien, nous avons dit que ça en est trop, surtout qu'on subodorait qu'il préparait un plan. Pour vous renverser, vous? Mais ça, c'était très clair. Vous? C'est renverser le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. C'est pour renverser tout ce discours-là, ce gouvernement illégitime issu de 2 coups d'État. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est issu d'un coup d'État, mais ils l'ont félicité. On a entendu Hollande Macron dire qu'ils ont fait en 3 mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Et maintenant, les mêmes disent, ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en 3 mois plus que les autres n'ont fait en 7 ans. Et quelques temps après, ils disent, non, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'État. Simplement parce qu'Assimi Goïta a dit, les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Et puis concernant l'annonce du redéploiement des forces françaises et européennes au Niger, les avis divergent. Pour rappel, le président français avait déclaré jeudi dernier qu'après leur retrait du Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane et européennes de l'opération Takuba seront redéployées au Niger. Le Parlement nigérien sera bientôt saisi pour donner son avis sur ce redéploiement au sein de l'opinion nigérienne. La décision ne semble pas faire l'unanimité.
Au Tchad, 5 soldats ont été tués et plusieurs autres blessés dans une embuscade au lac Tchad. L'attaque a été menée par des terroristes de Boko Haram qui ciblent régulièrement des militaires tchadiens dans la région. En mars 2020, une centaine de soldats tchadiens avaient été tués en une nuit par le groupe terroriste Boko Haram dans la province du lac où se trouve une base de l'armée tchadienne. Et en Centrafrique, le porte-parole de la mission des Nations Unies MINUSCA confirme que les 4 militaires arrêtés lundi et accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le chef de l'État opéraient sous ses ordres pour la protection d'un de ses généraux, tout en rejetant catégoriquement les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. On écoute. La MINUSCA regrette l'incident du lundi 21 février et condamne de nouveau la tentative d'instrumentalisation et de manipulation de l'opinion publique et rejette catégoriquement les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. La MINUSCA tient à préciser que les 4 agents arrêtés ont été recrutés par l'Organisation des Nations Unies et ont intégré l'équipe de protection rapprochée du chef d'état-major de la force de la MINUSCA. Nous n'avons rien à cacher. La MINUSCA est, comme l'a dit le représentant spécial hier devant le Conseil de sécurité, est là comme partenaire, est là comme ami. Elle a cet engagement régulier et ce qui s'écrit, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est de la désinformation. Et nous sommes là pour apporter des éléments. Et au Burkina Faso, dans l'est du pays, le couvre-feu a été prolongé pour une durée de 90 jours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Annonce faite par le secrétaire général du gouvernorat de la région, Amidou Soré. Cette procédure prendra effet le samedi 26 février jusqu'au jeudi 26 mai. Arrivée du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix hier, mardi, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix y est pour une mission de 3 jours, essentiellement consacrée à la province de l'Ituri, où des aides humanitaires sont la cible des attaques armées. On écoute. On a fui donc les gros d'école qui nous tuent, qui nous violent, qui détruisent notre habitation là, ils détruisent méchamment. Dans la province, on a plus de 1,9 million de personnes déplacées ici et qu'elles appartiennent à toutes les communautés. Donc ici, on a un exemple, mais toutes les communautés ici sont vraiment affectées. La leçon que l'on tire de cette visite, c'est qu'il faut d'abord que le monde n'oublie pas l'Ituri, n'oublie pas ces personnes déplacées qui souffrent, qu'elles ont besoin d'aide, que l'aide humanitaire, elle est pas suffisante. Nos collègues humanitaires sont dévoués, ils font le maximum, mais il manque de ressources. Et direction l'Europe, où la crise ukrainienne s'amplifie, Washington et ses alliés européens annoncent des sanctions sur le plan économique et financier envers la Russie. Moscou annonce de son côté qu'il y aura des représailles à ces sanctions et que la défense des intérêts des citoyens russes reste non négociable. Safwan Ben Sabri. La crise russo-ukrainienne poursuit son cours à base de sanctions côté occidental et de promesses de représailles côté russe. L'Union européenne a imposé des sanctions envers les 351 députés russes qui ont voté en faveur de la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens. En plus, 27 personnalités russes liées au secteur de la défense sont visées par ces mêmes sanctions qui consistent en un gel de leurs avoirs et une interdiction de visa. Le Royaume-Uni a quant à lui annoncé l'interdiction aux entreprises russes toute levée de capital sur le marché financier britannique. Pour finir, toujours dans le domaine financier, les États-Unis ont annoncé des sanctions envers les banques et les élites russes. Moscou a répondu en contre-attaquant. Ce mercredi, Sergei Lavrov a assuré qu'il y aura une riposte forte aux sanctions et douloureuse pour la partie américaine. Le président de la Douma, lui, ne semble pas s'inquiéter des sanctions occidentales. À chaque fois qu'il déclare des sanctions contre la Russie, ça n'a aucun sens et aucune valeur ici. On s'en fout de ces sanctions en fait. Malgré un climat politique et militaire tendu, le président russe, lui, se dit toujours ouvert au dialogue, mais ne transige pas avec les intérêts des citoyens russes.
Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes. Les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables. Le conflit entre les deux camps semble s'installer dans la durée, le président américain ayant annoncé que les sanctions seront graduelles selon les actions de Moscou. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que l'avenir de la sécurité européenne se décidait actuellement en Ukraine. Et sur fond de crise ukrainienne, justement, la Russie assure qu'elle continuera d'approvisionner l'Europe en gaz, annonce faite par le ministre russe de l'énergie hier à Doha, au Forum des pays exportateurs de gaz. De son côté, le Qatar a rappelé son aide à l'Europe en cas de difficulté d'approvisionnement. Pour rappel, l'Europe importe environ un tiers de son gaz de Russie. Et le ministre qatari de l'énergie, Saad Ben Sherida Al-Kaabi, avait déjà prévenu l'Union européenne le 1er février dernier que le Qatar ne pourrait pas sauver l'Europe à lui seul si le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'endurcit. On écoute. Lorsqu'on parle de la question ukrainienne et européenne, les gens disent que le Qatar pourrait fournir et remplacer le gaz russe, mais je l'ai déjà déclaré officiellement, c'est-à-dire que la Russie, je pense, assure 30 à 40% de l'approvisionnement de l'Europe. Aucun pays ne peut remplacer ce type de volume. Nous soutenons l'Union européenne et nous sommes prêts à fournir tout ce qui est possible de notre côté, y compris le volume disponible, tout en respectant les contrats et nos engagements. Nous pourrons assurer tout ce qui est disponible pour l'Europe. Nous ferons tout pour aider. Et pour ce qui est des efforts onusiens, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à la désescalade dans la crise ukrainienne et à un cessez-le-feu immédiat. On l'écoute à ce propos. En ce moment critique, j'appelle à un cessez-le-feu immédiat et au rétablissement de l'état de droit. Nous avons besoin de retenue et de raison. Nous avons besoin dès maintenant d'une désescalade. Soyons clairs, la décision de la Fédération de Russie de reconnaître l'indépendance de certaines zones des régions de Donetsk et Louhansk est une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Une telle mesure unilatérale est en conflit direct avec les principes de la Charte des Nations Unies et est incompatible avec la déclaration dite des relations amicales de l'Assemblée générale que la Cour internationale de justice a citée à plusieurs reprises comme représentant le droit international. C'est un coup fatal aux accords de Minsk approuvés par le Conseil de sécurité. Et le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, annonce que les sanctions prises hier par l'Union européenne envoient un message clair et sans ambiguïté à la Russie. Il prévient que d'autres sanctions pourraient suivre. On écoute encore une fois. Ces sanctions envoient un message clair et sans ambiguïté à la Russie. Elles réaffirmeront notre soutien à l'Ukraine, à sa souveraineté, à l'heure où la Russie va jusqu'à nier son existence. Elles sont aussi, je veux le dire, un premier paquet de sanctions, et d'autres pourraient suivre. Notre vigilance reste totale, et la coordination entre alliés maximale. Nous restons, bien sûr, prêts au dialogue. Nous restons prêts à tout tenter pour éviter une escalade fatale, aux conséquences potentiellement très graves sur la sécurité internationale. Nous ne reculerons devant aucun effort, ni aucune sanction pour en dissuader la Russie. Car cette course en avant d'un nationalisme russe qui retrouve ses rêves d'empire menace les principes mêmes de l'existence de notre Europe. Et dans le même temps, la Syrie, la République centrafricaine, le Nicaragua et Cuba ont emboîté le pas à la Russie et reconnaissent les républiques indépendantistes de Donetsk et Lugansk. Toujours dans le dossier russo-ukrainien, le président vénézuélien apporte son soutien à Vladimir Poutine en déclarant, je cite, « Le Venezuela est avec Poutine, il est avec la Russie ». Fin de citation. Déclaration faite à la télévision lors du Conseil des ministres. Acabar con Rusia, donde el imperio norteamericano y la OTAN
L'Empire américain et l'OTAN ont l'intention d'utiliser des moyens militaires pour détruire la Russie, pour l'arrêter et pour mettre fin à ce monde multipolaire qui est déjà une réalité. C'est pourquoi le Venezuela annonce son soutien total au président Vladimir Poutine pour la défense de la paix en Russie, pour la défense de la paix dans la région. À Vienne, les discussions concernant le nucléaire iranien se poursuivent. D'après le chef de la diplomatie iranienne, ces négociations ont atteint un stade critique et quelques questions importantes restent à régler. Jusqu'à présent, nous sommes très optimistes quant aux pourparlers de Vienne. Nous espérons que quelques questions sensibles et importantes seront résolues dans les jours à venir avec réalisme par la partie occidentale. Nous ne franchirons en aucun cas les lignes rouges de la République islamique d'Iran dans les pourparlers de Vienne et nous montrerons notre attachement à ces dernières. Au Liban, 3 projets d'attentats du groupe terroriste de l'État islamique ont été déjoués à Beyrouth. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Bassam Maoulaoui. Les projets du groupe terroriste impliquaient de faire détonner des ceintures explosives simultanément dans 3 lieux cultes chiites dans la banlieue sud de Beyrouth. On écoute. Je vais vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Nous avons déjoué 3 attentats à la bombe qu'un réseau terroriste Takfiri, un groupe extrémiste radical, prévoyait de commettre sur le sol libanais. Et cette nouvelle frappe de l'armée sioniste visant la ville de Quneitra, menée avec plusieurs missiles sous-sol depuis le plateau du Golan, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'explosions dans la ville à la suite de frappes sur des postes militaires. Dans le dossier santé, 123 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 116 guérisons et 4 décès ont été enregistrés en Algérie ces dernières 24 heures, d'après le communiqué du ministère de la Santé. Et à Hong Kong, toute la population doit se soumettre à 3 séries de tests de dépistage au coronavirus. C'est ce qu'a déclaré la dirigeante de la ville, en proie à la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie. La chef de l'exécutif Carrie Lam a annoncé que des responsables de Chine continentale coordonnaient désormais la politique anti-Covid du territoire. Cette épidémie qui s'aggrave rapidement a largement dépassé la capacité du gouvernement de Hong Kong à y faire face, de sorte que le soutien du gouvernement central est indispensable pour combattre le virus. Soutenu par le gouvernement central, le dépistage universel obligatoire sera effectué à Hong Kong pour couper les chaînes d'infection. Le dépistage est juridiquement contraignant. Ceux qui ne se soumettront pas au test universel seront tenus pour responsables. Nous espérons faire 3 cycles dans un certain laps de temps. En Argentine, la province de Corinthe a été ravagée par de gigantesques incendies. Plus de 800 000 hectares sont partis en fumée depuis la mi-juin. Aucun mort n'est à déplorer. De lourdes pertes pour le secteur agricole et d'importants dégâts environnementaux ont été enregistrés. La province de Corinthe a été déclarée zone de catastrophe environnementale. Et en Australie, 1 personne est décédée et 10 autres sont portées disparues après de fortes pluies qui se sont abattues sur l'est du pays, provoquant des inondations soudaines. On peut le voir sur ces images et une série d'alertes d'urgence le long de la côte pacifique. Sport, football, 8e de finale aller de la Ligue des champions européenne. La Juventus de Turin se déplaçait sur la pelouse de Villarreal. 1 match nul, 1 but partout pour les 2 équipes. Au match retour, la vieille dame devait arracher la qualification en Italie à Turin contre l'équipe espagnole qui garde toutes ses chances. Une autre affiche ce soir au stade de Luz à Lisbonne. Le Benfica va se mesurer à l'école néerlandaise de l'Ajax d'Amsterdam avant une 2e confrontation aux Pays-Bas. It's a great opportunity for us to
C'est une grande opportunité pour nous de nous montrer à nouveau en Ligue des Champions. Nous avons beaucoup de matchs en Ligue et il est important d'aborder chaque match pour gagner. Je n'ai jamais joué un match avec Benfica pour ne pas le gagner. I've never went into a game with Benfica not to win. Wij richten ons op de wedstrijd. Nous nous concentrons sur le match. Savoir qui est favori avant le match importe peu. C'est sur le terrain que ça se joue. Nous avons bien analysé le Benfica. Il profite bien des erreurs. Il mène souvent au score en championnat. Nous allons nous concentrer sur cela et développer notre style de jeu. On va parler culture à présent, direction les Émirats Arabes Unis, plus précisément dans la ville des démesures, Dubaï. Après 7 ans de réflexion et un chantier hors norme, le musée du futur ouvre enfin ses portes. Amira Beja nous y emmène. C'est le plus beau bâtiment du monde, le nouveau édifice de la connaissance et de la civilisation à Dubaï. Il a été inauguré par son Altesse le souverain de Dubaï, Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, ce mardi dans une date palindrome. Il s'agit du musée du futur. Conçu par l'architecte sud-africain Shun Kila, le musée du futur a la forme d'une ellipse s'étendant sur une superficie de 30 000 mètres carrés. La superficie de 7 étages mesure 70 mètres de haut. Quant à la façade en acier inoxydable de 17 000 mètres carrés, elle est illuminée par 14 000 mètres de calligraphie arabe. Ces dernières conçues par l'artiste émirati Matar Bellahij qui revient sur ce défi artistique. Le musée du futur est quelque peu étrange pour certaines personnes. Il a brisé l'immobilisme des structures qui nous entourent à Dubaï car il est un point d'attraction pour le monde entier et pas seulement pour nous localement. Le défi consistait à rendre les mots lisibles et pas seulement les phrases éparpillées. Les phrases lisibles sont un peu un défi dans la façon dont elles s'intègrent à la structure. Le musée du futur constitue un saut qualitatif. Les Émirats Arabes Unis parient sur l'avenir. Ils anticipent avec cette merveille architecturale et technologique afin de contribuer avec des solutions innovantes à la pointe du futur. Le directeur général de la Dubai Future Foundation nous parle de l'importance de ce musée. Il y a une expérience immersive et un voyage dans le futur, mais tout aussi important, il y aura des sujets différents, très pertinents pour le futur et des dialogues avec des leaders et des spécialistes du monde entier qui aideront à façonner le futur du monde pour le bien de l'humanité. Le musée du futur s'inscrit comme un incubateur mondial pour les esprits intellectuels et les idées créatives. Le monde a tant besoin de nouvelles solutions de développement, qu'elles soient économiques, mais aussi et surtout écologiques. Et c'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel Emeziane Zitouni. Je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.